Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran sur le lit pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vais vous parler de l'affaire judiciaire la plus folle à laquelle j'ai jamais assisté de toute ma vie dans un tribunal. J'en parle assez souvent, mais il m'arrive au moins une fois par mois, parfois deux, d'aller au tribunal de Paris pour assister à des audiences. Pourquoi ? Parce que c'est là que la justice est rendue. La justice est un contre-pouvoir extrêmement important. C'est un des outils les plus importants de notre démocratie. L'indépendance de la justice est fondamentale. Et j'assiste évidemment à toutes sortes d'histoires, bien évidemment que j'ai déjà vu juger un nombre incalculable de crimes sexuels. Mais ce que je m'apprête à vous raconter est tellement fou, est tellement dingue, est tellement difficile à croire, que je me suis dit un jour qu'il fallait que je vous en parle. Et vous allez avoir du mal à comprendre dans la première partie de l'épisode les raisons pour lesquelles je vous parle d'une affaire dont les personnes de ma génération se souviendront peut-être, c'est même pas sûr. Et vous allez comprendre dans la deuxième partie, restez, vous allez voir, c'est dingue. On va parler d'un groupe terroriste français qui s'appelle AZF, qui n'a rien à voir avec l'usine AZF, qui est le nom d'une organisation terroriste qui a agi en France entre décembre 2003 et 2004. Retenez bien les dates, elles sont importantes. Donc ce sont des crimes qui ont été commis il y a une vingtaine d'années. Qui ont consisté en quoi ? Qui ont consisté à demander des rançons à l'État français pour les raisons que je vais vous décrire. Donc, pour que vous compreniez, il n'y a eu aucune arrestation lors de cette affaire avant 2023. Il y a eu une enquête qui a été très longue, qui a été menée, qui n'a abouti à aucune arrestation. Et en 2024, les deux principaux responsables, Michel et Perrine, je vais les appeler comme ça dans l'épisode, c'est leur vrai prénom d'ailleurs, ont été arrêtés, sont passés devant la justice et ont été condamnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le 11 décembre 2003, deux personnes qui aujourd'hui ont 70 ans, qui donc à l'époque avaient une cinquantaine d'années, envoient une lettre au ministère de l'Intérieur avec une copie au président de la République. Ils se nomment le groupe terroriste AZF et ils expliquent qu'ils sont un groupe de pression à caractère terroriste, secrètement créé au sein d'une confrérie laïque à spécificité éthique et politique. Bien, donc ils envoient une lettre de menace. Dans une deuxième lettre, ils expliquent qu'ils ont déposé une dizaine de bombes sur les rails français. Et que les bombes exploseront à moins que l'État français n'accepte de leur donner pour rançon 1 million d'euros en espèces et 4 millions de dollars en vieilles coupures. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est allé assez loin. Ils ont demandé, je vais vous raconter après ce qui s'est passé, je vais vous demander un petit peu après. L'affaire, elle a été tenue sous silence entre fin 2003 et début 2004, et puis finalement, la Dépêche du Midi en a parlé en mars 2004, et là, la France entière l'a appris. Moi, je me souviens à peu près de cette histoire, je m'en rappelle assez vaguement. Et puis c'est allé relativement loin, puisque en 2004, le 21 février 2004, les policiers ont découvert une bombe qui contenait un mélange de fioul et de nitrate d'ammonium sur la ligne Paris-Toulouse, juste au nord de Limoges. Les groupes terroristes avaient expliqué qu'il y avait une bombe à cet endroit-là, ils l'avaient fait pour pouvoir leur mettre la pression, pour dire regardez, on a vraiment déposé des bombes, donc on veut du coup notre rançon, entre guillemets. Et ils découvrent que la bombe est posée à un endroit très stratégique, puisqu'elle est posée à un embranchement de la voie ferrée qui mène à un site de stockage de l'uranium. Rien que ça. Donc non seulement la bombe elle est suffisante pour potentiellement endommager la voie ferrée, mais elle est surtout suffisante pour faire potentiellement dérailler un train et aboutir à la mort de pas mal de passagers, bien évidemment. Donc il y a des négociations secrètes qui sont organisées entre AZF et la police. Le groupe terroriste décide de médiatiser le tout. Il publie certains messages via le journal Libération. C'est un truc qui est très souvent fait par les criminels. Le Zodiac avait beaucoup fait ça, par exemple. Via des petites annonces codées sous le pseudonyme de Suzy. Le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Il se faisait appeler Mon Gros Loup. Mon Gros Loup, c'était le nom d'AZF. Vous voyez venir le truc un peu étrange, quoi. Vous allez voir que c'est monsieur et madame tout le monde qui ont commis ça. Donc, ils disent qu'ils veulent récupérer la rançon, ça n'est pas une plaisanterie, sur le toit, le sommet de la tour Montparnasse. Voilà. Donc tout était organisé pour ça, ils avaient l'intention d'y étendre une grande bâche pour pouvoir récupérer la rançon qui serait déposée par hélicoptère, puis l'hélicoptère s'en irait, c'était comme ça qu'ils avaient imaginé leur plan. Mais le 1er mars 2004, au téléphone, vous avez une femme qui les appelle pour dire qu'il y a une autre bombe qui a été posée proche de l'aéroport de Montargis. Et donc que la rançon doit être larguée par hélicoptère sur une bâche rapidement, sinon la bombe évidemment exploserait.
Il y a eu un dispositif policier colossal qui s'est mis en place. C'est un résumé de la page Wikipédia de l'affaire que je vous fais et un mélange des notes que j'ai sous les yeux, parce que j'ai assisté aux 3 jours de procès. Il y a eu 500 policiers qui ont été dépêchés, des avions de la douane, des hélicoptères, une équipe d'assaut du GIGN qui a été dépêchée, un avion radar, 2 avions de chasse. Vous imaginez ce que ça a pu coûter. La transaction a échoué. Finalement, la bâche n'a été trouvée que le lendemain et on n'a retrouvé aucun membre du groupe AZF sur les lieux, ni pendant la demande de rançon, ni après, ni avant. Par la suite, vous avez 10 000 cheminots qui ont été mobilisés par la SNCF et par le ministère de l'Intérieur pour examiner à pied 32 000 km de voies ferrées qui avaient été fermées à ce moment-là, qui correspondent quasiment à la totalité du nombre de voies ferrées qu'on avait en France. Le 24 mars, toujours 2004, il y a une deuxième bombe qui est trouvée près de Troyes, sur la ligne Paris-Bâle. Mais cette bombe-là n'a pas été liée ni pendant l'enquête, ni durant le procès au groupe AZF qui, de leur dire, n'avait aucun souvenir de l'existence de cette nouvelle bombe. Bref. Ils finissent par prendre un peu peur. Ils déclarent dans un courrier qu'ils n'ont pas les moyens technologiques pour aller au bout. Ils expliquent qu'ils vont dissoudre le groupe et qu'ils ne vont plus poser de bombes. Le message se termine par sans rancune et à bientôt. Et grosso modo, on pense qu'il y a eu un rapport entre le fait qu'il se soit arrêté et le fait qu'il y ait eu les attentats de Madrid le 11 septembre 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 11 mars 2004, vous avez eu un attentat dans la gare de Madrid. Bref. Ils ont tenté de récupérer quand même leur rançon par téléphone, ça n'a jamais fonctionné. Ils ont appelé par des cabines téléphoniques, ils ont envoyé des courriers pour récupérer tout ça. Et l'affaire n'a jamais été élucidée. L'affaire elle avait été confiée par les juges anti-terroristes Jean-Louis Bruguière et Philippe Couard. Ils ont exploré toutes les pistes qu'ils pouvaient. Et ça s'en est arrêté là. Ils ne les ont jamais retrouvés. Bien. Ça c'est pour un rappel des faits. Ils n'ont jamais été retrouvés. Ces 2 personnes ont été quand même présentées devant le tribunal. Il y a 3 personnes qui ont été présentées au tribunal. Je crois qu'il n'y en a eu que 2 qui ont été sanctionnées. Je vais juste regarder. C'est ça. Un qui a été sanctionné à 5 ans de prison, l'autre à 3 ans de prison, dont un avec sursis, avec un dédommagement de 5,8 millions à la SNCF en compensation du préjudice matériel subi, et ils vont faire appel. Donc, ces 2 personnes travaillaient du coup dans une usine. Lui était le directeur de l'usine, elle a été sa secrétaire. Michel était directeur de l'usine, Michel D, et Perrine R était sa secrétaire, et elle était commerciale aussi, je crois, à certains moments. Elle s'occupait d'aller faire du démarchage, elle s'occupait de toutes les affaires qui avaient attrait au secrétariat, à la comptabilité, etc. Et lui se décrit comme un idéaliste, il se décrit comme quelqu'un de très supérieur à la moyenne. Alors ça faisait un peu mal au cœur parce que durant l'expertise psychiatrique qui avait été demandée évidemment par l'État, l'expertise psychiatrique expliquait que c'est une personne un peu démiurge, qui a une intelligence plutôt moyenne, mais qui se voit comme un grand génie. Il se décrit comme un idéaliste et il expliquait qu'il voulait avoir cet argent pour pouvoir développer un moteur qui ne serait pas polluant. Je ne rappelle plus exactement des détails. Bref, ça aurait été son motif principal. Elle s'est positionnée pendant la totalité du procès, Perrine, comme étant une victime, comme ayant simplement suivi son patron. D'ailleurs, quand la boîte a coulé, son patron l'avait licencié. Mais quand il a fallu reposer les 2e et la 3e bombes dont il ne se souvenait pas avoir posé, ils ont été retenus coupables pour les 2 premières bombes qui ont été retrouvées. Elle expliquait qu'elle l'avait fait pour lui faire plaisir, parce que c'était un idéaliste, etc. Elle, à l'époque, elle était mariée à un homme, et il est temps que cette histoire, qu'on raccroche les wagons de cette histoire à la thématique de la chaîne, à savoir la violence masculine. Et là, je vous assure que vous n'êtes pas prêts à votre avis. Je vais vous donner un tout petit indice. Perrine est lesbienne. Perrine est lesbienne, mais à l'époque, elle était mariée à un homme. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on a fini par découvrir leur identité à tous les 2 ? Je vous assure que c'est très difficile à trouver. Si ça vous passe par la tête, si vous avez envie de réfléchir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et proposer 2-3 hypothèses dans les commentaires de la vidéo. Je serais ravi de les voir. Elles sont probablement moins folles que la réalité. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est produit maintenant. Perrine est mariée à un homme. Et Perrine raconte à cet homme ce qu'elle a fait. Elle raconte que elle a participé à la pose des bombes, donc au tribunal, elle a reconnu avoir fait le guet pendant que Michel, lui, posait les bombes. Michel, lui, au tribunal, était beaucoup trop volubile, c'était vraiment un procès complètement fou, en fait.
Le procureur, qui était un type formidable, lui posait juste une ou deux questions, puis lui, il déballait tout. Il déballait tout. Chose très intéressante, ils étaient représentés chacune par un avocat et une avocate. J'ai rarement vu des avocats et des avocates aussi indisciplinés au tribunal se faire reprendre en permanence par les juges, parce qu'ils papotaient, ils riaient ensemble, ils regardaient leur téléphone. Enfin, j'en revenais pas qu'ils n'intervenaient pas quand leurs clients, alors qu'on leur posait une simple question, redonnaient des détails qui n'avaient pas été donnés dans l'enquête et qui prouvaient leur culpabilité. Bref. Le mari de Perrine, aujourd'hui, sachez que Perrine est en couple avec une femme, le mari de Perrine de l'époque lui dit « Ok, donc tu t'es rendu coupable d'actes terroristes, donc c'est de toi dont il parle dans la presse. Et ben en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me verser, jusqu'à la fin de ta vie, une partie de ton salaire. Voilà, je ne me rappelle plus des détails de combien, mais je crois que c'est au moins un tiers. Sinon, je te dénonce. » Et elle l'a fait. Et pendant 20 ans, cette pauvre femme, qui a été reconnue coupable d'actes terroristes, donc on s'entend, mais n'empêche qu'elle peut être coupable d'actes terroristes et victime de la violence d'un homme, s'est retrouvée à devoir lui verser une partie de son salaire jusqu'à la fin de ses jours pour pas qu'elle le dénonce. Elle finit par le quitter, le chantage continue, elle paye. Je vous rassure, cet homme avait été entendu au tribunal, il sera probablement condamné, bien sûr, pour ce qu'il a fait. Et puis vient le moment de sa retraite, où elle imagine que il va enfin lui foutre la paix parce qu'elle a une petite retraite en plus de ça, mais non, il continue à lui réclamer une partie de sa retraite. Et donc cette dame Perrine s'appauvrit petit à petit. Et un jour, elle décide de ne plus faire suite au chantage de son ex-compagnon. Elle décide de ne plus le payer. Et que fait son ex-compagnon ? C'était en 2021. Et il la dénonce. C'était en 2018, pardon. Il la dénonce. En 2018, après avoir pendant une quinzaine d'années siphonné son salaire, après l'avoir fait chanter, elle prévient la police que c'est elle qui est à l'origine de la pose de bombe avec son ancien directeur. C'est incroyable. Je n'ai absolument jamais vu ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ils ont été mis en examen, que la théorie de l'entreprise était endettée, on a fait ça parce qu'on voulait du financement pour le moteur et un petit peu tombé à l'eau, on se rendait compte qu'il y avait probablement un motif crapuleux derrière, que finalement on s'aperçoit pendant l'enquête que en fait ils posaient les bombes et on ne savait pas s'ils avaient l'intention de les faire exploser ou pas pour les faire chanter. Donc étant donné que les bombes n'ont pas explosé, il était impossible de pouvoir le prouver ou non, mais le motif terroriste a clairement été finalement conservé. Bref, vous voyez le genre d'histoire. Moi je trouve ça fou. Le procès s'est déroulé en mois de février, je crois, de cette année. Les 3 jours, j'ai pas assisté au premier jour du procès, j'ai assisté au deuxième et au troisième jour du procès, étaient absolument fous. Et je ne peux m'empêcher de ressentir évidemment beaucoup de compassion pour cette dame Perrine, qui d'un côté a été reconnue de complicité dans ces faits-là, et donc elle a été condamnée donc à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, ou 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, je ne sais plus. Je vais vous redire ça tout de suite, parce que j'étais pas là pendant l'annonce du verdict. 3 ans de prison, dont 1 avec sursis, qu'elle ait à la fois été manipulée par Michel, son ancien directeur, pour servir ses propres ambitions personnelles. Je ne suis absolument pas certain que s'il avait récupéré le million d'euros et les 4 millions de dollars, ça aurait servi pour fabriquer un moteur, tout le monde en doutait dans l'Assemblée de toute façon, et que Perrine aurait vu la couleur de cet argent. Et je ne peux pas m'empêcher d'être en compassion non plus, parce que cette dame, pendant 15 ans, a subi le chantage de son ancien compagnon, elle qui était lesbienne et qui a accepté un compagnon homme. On n'est pas trop revenu là-dessus, la cour n'est pas trop revenue là-dessus, mais probablement pour échapper aux pressions sociales de son entourage. Donc une femme qui est passée complètement à côté de sa vie du début à la fin, et dont la vie va se terminer dans la pauvreté, la précarité, avec une condamnation à de la prison. Voilà, je voulais raconter cette histoire de tentative d'attentat commis par le groupe AZF. Je trouve que cette histoire est dingue. Allez, j'ai hâte de lire vos commentaires, de lire ce qui, à votre avis, a permis de faire accélérer l'enquête. Je voulais vous le raconter ça en quelques mots. Je vous mets la page Wikipédia de cette affaire dans la description de la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné là. En attendant,
Soutenez évidemment la justice en France. Donc soutenez les politiques qui proposent de consolider la justice. La justice a besoin de moyens, elle a besoin d'autonomie, elle a besoin d'indépendance. C'est absolument indispensable. Et donc soutenez les politiques qui proposent justement une indépendance forte de la justice. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. À bientôt.